des possibilités d'effondrement, nous vivons des urgences sociales, urgences politiques sans doute aussi, et urgences écologiques. Nous vivons aussi, et c'est peut-être notre chance, d'un certain retournement de l'imaginaire de nos sociétés. Et là, c'est sans doute une chance inouïe, parce que même si ce que je vous raconte n'est pas drôle, même si notre monde n'est pas toujours drôle, souvent ce que je dis, c'est que nous avons la chance quand même, depuis une dizaine d'années, de vivre des moments où les sujets sont sur la table. La situation, je trouve, était catastrophique dans les années 80, 90, où beaucoup de sujets étaient cachés sous le tapis. Et on faisait comme si, et tout était là, en germe bien sûr, mais on faisait comme si tout allait bien, la mondialisation heureuse, les technologies vertes qui allaient nous sortir de la crise climatique et du problème de la biodiversité, le développement durable, des sociétés durables, etc. Donc on était dans ce qu'on croyait être un optimisme, qui est un déni du réel. Le pire qui nous guette aujourd'hui, c'est le déni du réel. Et là où je pense qu'on peut trouver un certain optimisme, c'est que ce déni du réel, il est de moins en moins possible. Et que donc, les questions sont sur la table. Et en particulier, ce retournement de l'imaginaire concerne, je pense, notre vision de l'abondance et de la rareté. Nous avons cru que nous étions dans des sociétés infiniment abondantes, et nous regardions de manière condescendante des sociétés que nous considérions des sociétés dominées par la rareté, les sociétés du Sud, hein, les peuples du Sud, les sociétés du Sud, qu'on estimait pauvres, hein, parce que justement dominées par la rareté, alors que nous étions dans l'abondance la plus totale. Et également, abondance aussi dans nos propres sociétés. Nous avons considéré certaines activités, j'entendais parler tout à l'heure traditionnelles, etc. Je crois qu'il faudra modifier aussi les termes. Je crois qu'aujourd'hui, l'agriculture traditionnelle, c'est l'agriculture moderne. L'agriculture ultramoderne, c'est l'agriculture du passé, passéiste. L'agriculture productiviste, elle est passéiste, il faut le dire. L'agriculture moderne, ancrée dans le XXIe siècle et au-delà, si on peut y aller, c'est la permaculture, c'est l'agroécologie, c'est le mélange de savoirs traditionnels avec des technologies que nous avons aussi aujourd'hui. C'est ça l'avenir, la projection dans l'avenir. Et donc, je pense qu'il faut se méfier aussi des termes de notre propre imaginaire. Et donc, un retournement sur l'abondance, c'est-à-dire que nous prenons conscience que nous sommes des sociétés de rareté. Et c'est un peu plus que ça. Je mets encore une couche d'optimisme. Conscience de société de rareté. Alors évidemment, dans la tradition libérale, néolibérale, où c'est la croissance infinie, etc., la rareté, c'est l'horreur. C'est le manque. Alors qu'au contraire, peut-être, avoir conscience d'une rareté des ressources nous permettrait de retrouver la dimension politique des sociétés, c'est-à-dire comment voulons-nous vivre, comment allons-nous nous répartir justement ces ressources qui ne sont pas infinies, qui ne sont pas infinies. Et sur l'abondance, il y a autre chose qui peut rendre, qui montre des voies quand même vers lesquelles nos imaginaires devraient aller. C'est qu'on entend parler, et même j'en ai entendu parler l'autre jour dans des radios tout à fait dominantes, de malédiction de l'abondance. Et ça, c'est un terme qui nous vient d'Amérique latine, de toutes ces sociétés qui se sont fondées en Amérique latine ou en Afrique sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'extractivisme en outrance, c'est-à-dire extraire de la terre le maximum de toutes les ressources qu'elles peuvent donner, et se servir de ça en croyant qu'avec ça, on va pouvoir le redistribuer et résoudre les problèmes de la pauvreté. Ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine montre l'essoufflement absolu de ces modèles purement extractivistes, développementistes, croissantistes, avec des problèmes politiques extrêmement graves. Le cas du Venezuela, il est aujourd'hui extrêmement significatif d'une société, d'une économie purement rentière, une économie d'extraction,
et qui, même si on essaie de redistribuer justement ce qu'on a extrait, eh bien, il y a un moment où il y a une limite qui se pose. Et donc, comprendre cette limite aujourd'hui, c'est une invitation véritablement à repenser notre façon d'habiter le monde, d'habiter la Terre. Et je pense aussi beaucoup à toutes les luttes qu'il y a eu en France et ailleurs sur les gaz de schiste. C'était extrêmement intéressant. Je crois que c'est pour moi aussi fondateur quasiment que ce qui s'est passé au moment des OGM, qui a été un moment aussi, je crois, fondateur de prise de conscience. Les gaz de schiste, ça a été très important parce qu'on a dit aux gens, vous avez sous vos pieds une richesse immense. Et on va vous mettre des petits puits avec une technique extraordinaire qui s'appelle la fracturation hydraulique, et on va extraire du gaz, c'est formidable, c'est la richesse vraiment à portée de main, et on va pouvoir être indépendant sur le plan énergétique, etc., etc. Et là, de manière spontanée, comme quoi les sociétés sont résilientes aussi, de manière spontanée, sans qu'il y ait un chef d'orchestre, les gens ont dit non, on n'en veut pas. Et bien souvent, on a considéré ça comme quelque chose de, on s'est dit, certains, tout de suite, ont analysé ça comme une réaction égoïste, c'est-à-dire pas dans mon jardin ou pas devant mon jardin. Non. Bien sûr que quand on se défend, on défend son milieu de vie. On ne se défend pas de manière abstraite, on se défend de manière concrète. Les sociétés, ce n'est pas au nom d'universaux totalement abstraits qu'on va véritablement s'engager, mais au nom d'une défense de ce qui est son milieu de vie, d'une certaine idée d'un milieu de vie. Et cette lutte sur le gaz de schiste, ça a consisté à dire, mais non, cette richesse-là, nous ne la voulons pas. Parce que cette richesse, elle est destructrice. Parce que c'est une malédiction. Et que si nous avons des puits de gaz disséminés partout sur notre territoire, ce n'est pas du tout un progrès, c'est une malédiction, c'est la malédiction de l'abondance. Et là, je crois que c'est dans ce sens aussi que nous devons retravailler notre façon de concevoir la richesse, tout cet imaginaire qui s'est construit depuis plusieurs siècles. Bon, il faut que j'avance un peu, parce que sinon, on ne pourra pas écouter la musique. Ce serait dommage. Et donc, dans cette nouvelle prise de conscience, aujourd'hui, et là le climat ou la biodiversité nous donne des atouts extrêmement importants pour comprendre, aujourd'hui nous savons que nous sommes dans une autre ère géologique. Les scientifiques, notamment un scientifique qui a été un prix Nobel de chimie, appellent l'ère géologique dans laquelle nous sommes aujourd'hui l'Anthropocène. L'Anthropocène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, l'humanité, l'anthropos, est devenue une force géologique, capable de modifier l'histoire de la Terre. Pendant très longtemps, jusqu'à maintenant, nous avons pensé l'histoire au long cours de la Terre, 4 milliards d'années, et l'histoire courte des sociétés humaines comme complètement parallèle, quasiment dans une grande indifférence par rapport à l'histoire de la Terre. Or, aujourd'hui, nous savons que nous sommes capables de modifier le système terrestre. Nous modifions l'histoire de la Terre, nous modifions le climat. Le réchauffement climatique, il est aujourd'hui lié aux activités humaines pour une majeure part. Il y a aussi un changement climatique qui est lié à des choses qui tiennent à des facteurs naturels, mais il est anthropique, c'est-à-dire lié aux activités humaines. Donc nous sommes dans l'Anthropocène. Cet Anthropocène, ça veut dire, nous étions dans l'Holocène depuis 12 000 ans, qui a été une période de climat extrêmement tempéré sur la Terre, qui a permis justement ce qu'on a appelé les transformations agricoles, les révolutions agricoles qu'il y a eu depuis le néolithique. Donc, ces 12 000 ans qu'on appelait l'Holocène, Paul Crutzen et les scientifiques disent c'est terminé, on est rentré dans l'Anthropocène, l'humanité est devenue une force géologique. Évidemment, c'est un défi pour nous, c'est un défi pour la modernité. Mais une fois qu'on a parlé donc de cet Anthropocène, et il y a toute une littérature aujourd'hui très importante sur l'Anthropocène, il y a différentes manières de voir l'Anthropocène.
Quand nous disons l'humanité est une force géologique, est devenue une force géologique capable de modifier le climat, comment voyons-nous cette humanité? Est-ce le genre humain, de par son essence, qui serait devenu une force géologique? Est-ce une humanité complètement compacte, ou bien est-ce une humanité traversée de conflits, traversée d'intérêts, traversée de classes sociales, traversée de conflits de tous ordres, d'inégalités de tous ordres, qui aujourd'hui se retrouve effectivement, malgré tout, comme facteur de transformation durable du système terrestre. Et du coup, comme il y a plusieurs manières de voir cet Anthropocène, j'en ai distingué deux majeures. Cet Anthropocène, dans la lignée du discours des scientifiques, cette idée d'Anthropocène alimente un discours de la toute-puissance, objectivement. C'est-à-dire l'idée que si nous avons été capables de modifier l'histoire de la Terre, si nous sommes capables de modifier le climat, nous allons, nous, humains, être capables de remédier à tout cela, et voire même, nous pourrions être capables, c'est un discours vraiment, c'est l'âge de l'homme, si vous voulez, l'Anthropocène, enfin l'âge de l'homme réalisé, l'homme capable véritablement de gérer le climat, de gérer la Terre, de gérer la planète, de manager le climat, manager la planète, et donc manager les sociétés. Et là, on voit revenir en force un discours de la toute-puissance, un discours de l'accélération, un discours de la modernité ne doit pas être critiquée, au contraire, il faut aller toujours plus loin dans la modernité, toujours plus loin dans la technoscience. Et donc, il y a toute une série de discours, de projets très concrets pour justement faire face à ces défis qui sont des défis inouïs par rapport à l'histoire de l'humanité, des discours et des projets de la toute-puissance. Et là-dedans, il y a toute une définition de la bioéconomie. Il consiste à penser que, désormais, pour bien gérer la Terre, pour bien gérer la nature, il faut la faire rentrer dans le grand cycle de l'économie. Parce que là, grâce au calcul économique, grâce à la rationalité économique, grâce au marché, grâce aux équilibres spontanés, etc., eh bien, on va arriver aussi à un équilibre écologique. Et donc, la nature, dans cette bioéconomie-là, est considérée comme un capital naturel. C'est un capital qui, comme tous les autres, doit être bien géré, doit être optimisé. Et pour qu'il soit optimisé, il faut utiliser la méthode des économistes, de l'optimisation économique, la méthode avantage-coût, la méthode du prix, la méthode du marché. Et il s'agit donc de faire entrer, si vous voulez, la nature dans la sphère de l'économie. Alors qu'on verra, la première définition de la bioéconomie, c'était strictement l'inverse. La première définition de la bioéconomie, mais j'y reviendrai, c'était au contraire de considérer que l'économie était un sous-système de la biosphère. Là, c'est la biosphère qui devient un sous-système de l'économie. C'est l'économie englobante qui, par sa méthode, par sa vision, doit pouvoir aboutir à gérer correctement les écosystèmes, gérer correctement cette terre qui, sans l'économie, nous conduit au désastre que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit, on dit, d'internaliser un certain nombre de choses, c'est-à-dire il y a la prétention de l'économie à supprimer tout extérieur à elle-même. C'est l'économie qui ne supporte aucune extériorité. C'est l'économie qui a en elle-même, qui on dit autoréférentielle, c'est-à-dire qu'on juge les résultats économiques à l'aune d'objectifs économiques, et non pas d'objectifs écologiques, sociopolitiques, etc. Voilà pourquoi on dit que c'est une science autoréférentielle, qui s'autoréférence. Et en même temps, on verra, elle se mange elle-même, parce qu'à force d'être autoréférentielle, eh bien, on devient autophage. Donc, elle est en train de se manger, de scier la branche sur laquelle elle est assise. Mais nous en sommes là. Et donc, c'est que émergent un peu partout ces notions de bioéconomie. On appelle ça aussi l'économie verte, qui consiste à utiliser des technologies vertes, les marchés verts, la finance verte, pour arriver à correctement réguler les sociétés et la Terre et le système terrestre. Bon, je pourrais y revenir si vous le souhaitez. C'est en particulier,
on voit un petit peu comment agit cette finance verte, cette bioéconomie libérale. C'est toutes les histoires des marchés carbone, des marchés de la biodiversité. Pour sauver la biodiversité, il faut faire des marchés de la biodiversité. Pour sauver le climat, il faut organiser le marché du carbone. Et ceci a été fait dans le cadre de l'Union européenne. Et sur le plan, ça c'est sur le plan économique, et sur le plan de la science, disons scientifique et technique, c'est ce qu'on appellera la géo-ingénierie ou la bio-ingénierie, c'est-à-dire la géo-ingénierie, c'est arriver à transformer la planète, hein, ce sont des techniques de transformation très importantes sur une très grande échelle de certaines données terrestres. Hein, c'est l'idée qu'il faut refroidir la Terre, mais il ne s'agit pas de la refroidir en bifurquant et en faisant une agriculture qui refroidit, des transports qui refroidissent, etc. Donc, il faut refroidir la Terre grâce à des techniques qui nous permettraient de continuer à faire ce que nous faisons, mais des techniques qui permettraient en même temps, comme un frigo, de refroidir ce que nous avons réchauffé. Donc c'est les techniques de géo-ingénierie ou de bio-ingénierie. Et évidemment, dans cette logique de la toute-puissance, il y a la résilience. Il y a la résilience qui est vraiment, j'abrège un petit peu, hein, la résilience qui est conçue, et là c'est toute la tradition néolibérale qu'on retrouve, qui est conçue comme adaptation. Hein, vous avez tous entendu parler, tous et toutes, du fameux slogan qui était de Margaret Thatcher, mais qui est très fondateur de la pensée néolibérale, il n'y a pas d'alternative. S'il n'y a pas d'alternative, ça veut dire que ce qui nous reste à faire, et tous les systèmes doivent contribuer à cela, il nous reste à nous adapter à un monde dans lequel il n'y a pas d'alternative. Et l'adaptation, c'est vraiment le maître mot des politiques néolibérales. Et l'adaptation, si possible, c'est l'adaptation individuelle, en gérant chacun individuellement, correctement, son capital santé, son capital éducation, son capital mobilité, etc., son capital nature. Et tout est transformé en capital et à gérer individuellement de la manière la plus efficiente possible. Il y a des assurances privées qui nous aident à cela, etc., etc. Donc adaptation au choc, adaptation au risque, et il se développe bien sûr avec la finance. Le calcul des risques, c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui une grande partie de l'économie financière, hein, c'est la sophistication du calcul des risques pour faire face à des chocs. Et aujourd'hui, toute l'idéologie managériale aussi, dans les sciences de gestion, reprennent la notion de résilience. Hein, c'est résilience par rapport au choc de l'organisation du travail, suite en particulier à tous les suicides qu'il y a pu y avoir, suicide un peu collectif, pas simplement une personne à France Télécom, etc. Donc là, il y a tout un travail managérial sur la résilience, c'est-à-dire permettre aux personnes de résister au choc, hein, au choc du stress du travail, au choc de la rentabilité, etc. Donc voilà, ça c'est la résilience vue, disons, dans une vision que je dirais néolibérale. Je vais assez vite parce que ce n'est pas celle-là, bien entendu, que nous voulons promouvoir. Il y a une autre façon de voir l'Anthropocène, c'est l'âge des limites. C'est l'Anthropocène comme l'âge des limites. Effectivement, l'humanité est devenue une force biologique. Elle est capable de transformer les systèmes naturels. Elle est capable, l'humanité, par ses activités, par les choix qu'elle peut faire à certains moments, et par les intérêts qui peuvent s'y jouer, elle peut détruire et transformer radicalement des écosystèmes et rendre des choses irréversibles. Donc, c'est l'âge des limites. Il y a beaucoup de réflexions hein, aujourd'hui. Cet âge des limites qui vient du fait que nous touchons à la fin des énergies bon marché. Regardons ce qui se passe aujourd'hui pour le pétrole, pour le gaz. Hein. C'est aujourd'hui la recherche de pétrole non conventionnel, puisqu'aujourd'hui c'est l'épuisement des pétroles qui sont conventionnels, c'est-à-dire qui étaient les plus aisés à extraire. Donc on a une augmentation des coûts extrêmement importante, avec les rêves d'aller forer toujours plus profond, hein, d'aller forer toujours plus loin dans les eaux profondes. Donc à la fois une fin des énergies fossiles à très bon marché, ça c'est sûr, même si on ne le voit pas aujourd'hui obligatoirement dans le prix du pétrole, on pourra y revenir.
Mais au-delà de cette fin des énergies fossiles à bon marché, nous savons qu'il y a la nécessité absolue et très rapidement de sortir des énergies fossiles. Donc quand on va parler de résilience territoriale, la première chose par rapport à la résilience territoriale, c'est la sortie des énergies fossiles. Et là, nous avons assez peu de temps. Et le poser ainsi par rapport à la sortie des énergies fossiles permet de repenser à la fois l'agriculture, permet de penser les transports, permet de penser le rapport au paysage dont on parlait tout à l'heure. Sortie des énergies fossiles, je vais un peu rapidement, mais tous les calculs aujourd'hui nous disent de l'Agence internationale de l'énergie, ce ne sont pas des écologistes farouches, des Nations Unies, essentiellement de la Banque mondiale aussi d'ailleurs, montrent que pour respecter l'objectif de garder un climat avec simplement une augmentation de température de plus 2 degrés à l'échelle 2100, c'est l'objectif qui a été donné, et à Paris, dans l'accord de Paris, c'est 1,5 degré d'augmentation en 2100. Il y a des calculs qui sont faits sur le budget carbone qui nous reste à pouvoir émettre. Là, c'est un autre calcul que le calcul prix. C'est le raisonnement à partir des budgets carbone. Nous savons qu'il nous reste à peu près d'ici 2100 960 milliards de tonnes de carbone à émettre dans l'atmosphère pour avoir une chance de rester en dessous des 2 degrés d'augmentation moyenne de la température terrestre à l'échelle 2100. À l'échelle 2050, ça fait à peu près 490 gigatonnes de CO2 que nous pouvons encore émettre. Si nous prenons l'ensemble des ressources fossiles actuellement connues, il y en a encore des inconnues, celles qui sont vraiment répertoriées, aussi bien pétrole, charbon, gaz, c'est à peu près 5000, et si nous les brûlons, toutes ces ressources d'énergie fossile, toutes ces ressources connues actuellement d'énergie fossile, et si nous les brûlons toutes, nous émettrons 5000 gigatonnes de CO2. Si nous les brûlons toutes d'ici 2100. Du coup, c'est de là que vient le chiffre qui a été très largement popularisé. Si nous voulons rester en dessous des plus 2 degrés à l'échelle 2100, nous devons laisser 80% des énergies fossiles actuellement connues, des réserves actuellement connues, sous le sol. Nous pouvons faire le choix inverse. Nous pouvons faire le choix inverse. Le choix inverse, c'est plus 6, entre plus 6 et plus 10 degrés à l'échelle 2100. Bon, là, les effets ne sont même pas calculables. La température de la Terre s'est réchauffée depuis l'ère pré-industrielle de 0,85 degrés, même pas encore 1. Vous voyez déjà ce que représente une moyenne de 0,85 degrés à l'échelle de la planète. Fonte des glaciers, fonte de la banquise, événements extrêmes, comme on en voit un peu partout, avec pas tout à fait plus 1 degré depuis l'ère pré-industrielle. Parce qu'effectivement, plus de degrés, on se dit, c'est pas beaucoup. Non, c'est une moyenne qui n'a rien à voir avec la météo, sachant que sur la Terre, la température n'est pas uniforme, que c'est surtout dans les pôles que l'augmentation de la température se fait sentir, du coup fonte de la banquise, et donc toute cette calotte blanche, ça aussi, rétroaction, cette calotte blanche qui permettait de réfracter les rayonnements solaires. Du fait qu'elle disparaît, il y a moins de réfraction du rayonnement solaire vers l'atmosphère, et donc un réchauffement plus grand. C'est ça le feedback et les boucles de rétroaction, qu'il faut absolument réduire évidemment, qui sont immenses aujourd'hui. Donc, je disais qu'on doit laisser 80% d'énergie fossile sous le sol. Ça, c'est un des piliers fondamentaux d'une résilience territoriale. Et voilà pourquoi je mêle un peu tout ce que j'avais prévu, parce que je n'aurai pas le temps. Mais par exemple, puisque je m'adresse à beaucoup d'architectes,
en tout cas, ou des gens qui réfléchissent à ces sujets-là, ce sont aussi toutes les difficultés que nous avons à penser les nouvelles constructions, parce qu'aujourd'hui, on nous présente les nouvelles constructions qui sont extraordinaires, hein, les constructions écologiques, les constructions, je ne sais plus comment on dit, à zéro énergie positive, etc., etc. Bon, il faut faire le bilan énergétique de ces constructions. Le bilan énergétique de ces constructions n'est absolument pas évident, parce qu'on mobilise pour construire ces constructions qu'on appelle des constructions à haute qualité écologique, voilà, je trouve le terme. On mobilise souvent des matériaux, des outils, etc., qui, eux, ne sont pas à haute qualité écologique, parce que ce sont des matériaux qui ont consommé, ou des produits qui ont consommé beaucoup de pétrole pour pouvoir être produits, bon, etc., etc. Et là, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il y a dans la résilience, c'est qu'on prend conscience de la complexité. Là, Edgar Morin aussi peut être sollicité très largement. On prend conscience de la complexité. On ne peut pas se dire on est content parce qu'on a construit des immeubles à haute qualité environnementale et c'est la solution. Non, ce n'est pas la solution. Tout à l'heure, on me posait la question sur la voiture électrique. La voiture électrique n'est pas la solution. Ça peut faire partie de solutions, mais si on ne résout pas le problème du déplacement privé, de l'automobile en général, et si on veut remplacer le parc automobile actuel qui fonctionne avec du pétrole par du parc avec de l'énergie électrique, pour la France, le calcul a été fait par une association qui s'appelle Négawatt. C'est à peu près 8 à 9 réacteurs nucléaires en plus qu'il nous faudrait pour alimenter les batteries nécessaires. Ça ne marche pas tout seul, l'électricité. Les batteries nécessaires pour alimenter les voitures électriques et pour garder le parc de voitures que nous avons aujourd'hui. Donc c'est ça la pensée de la complexité. C'est ça la résilience aussi territoriale, bien comprise, c'est-à-dire le fait d'envisager toutes les interdépendances. Donc voilà, donc l'âge des limites avec la question des énergies fossiles, âge des limites aussi sur la croissance économique. Bon, là, et y compris chez les économistes quand même, je dois dire aujourd'hui, l'idée d'une croissance infinie dans un monde qui est fini commence à être questionnée. On peut se dire qu'il est un peu tard, hein, mais ça commence à être questionné, et c'est questionné de manière publique. Il y a 20 ans, c'était un tabou absolument total. Questionner la croissance, c'était quasiment faire œuvre d'hérésie. C'est une religion, hein, la croissance. Donc il y a les grands prêtres, il y a tout le monde qu'il faut. C'était faire œuvre d'hérésie. Aujourd'hui, y compris dans la discipline économique, la question de la croissance est interrogée. Ce n'est pas encore véritablement appréhendé, mais c'est interrogé. C'est-à-dire le fait que la croissance que nous avons eue dans nos sociétés, une minorité, pendant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, là aussi sur l'appellation, on pourrait revenir. Sur les 30 glorieuses, il y a cette période d'après-guerre, en fait c'est surtout 20 ans. Et bien cette période de croissance, dont certains rêvent encore aujourd'hui et pensent qu'on va pouvoir y revenir, eh bien, pour pouvoir y revenir, il faut absolument que nous construisions une forteresse Europe, une toute petite Europe entourée de murs, avec interdiction absolue de rentrer et possibilité pour nous d'aller piller toutes les ressources qui restent encore dans le reste du monde pour qu'on puisse avoir cette croissance chez nous. On sait que la croissance aujourd'hui qu'a un Européen moyen, je ne parle pas d'un États-Unien moyen ou d'un Californien moyen, hein, et en Californie il y a beaucoup de mouvements de résistance quand même, hein, il faut aussi le dire, c'est pas que la démesure, il y a la démesure mais il y a aussi la résistance. Eh bien, il faudrait plusieurs planètes, les ressources de plusieurs planètes pour assurer aujourd'hui le revenu moyen d'un Européen à l'ensemble de la Terre. Donc ça aussi, dès lors que véritablement on fait sien cette chose-là, pas seulement de manière théorique,
mais de manière très concrète dans la vie de tous les jours, en sachant qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut plus faire et qu'on ne doit plus faire, et bien là aussi, c'est une expérience des limites, et ça, c'est une expérience qui est irréversible. Parce que aujourd'hui, il y a encore un consensus sur la croissance, aller chercher la croissance, aller la chercher avec les dents, certains disaient, etc., etc. Il y aura un échec. Et autant, et c'est ce qu'ont compris beaucoup de mouvements sociaux, beaucoup de gens qui travaillent dans la résilience, c'est qu'au contraire, on doit anticiper une société dans laquelle il n'y aura plus de croissance. On doit penser une société de la post-croissance. Au lieu de vivre l'austérité, au lieu de vivre la récession, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est la récession, c'est l'absence de croissance, au lieu de vivre dans une société de croissance sans croissance. Ça, c'est la plus grande malédiction, sans doute. C'est Hannah Arendt qui disait, la plus grande tragédie qu'il y a eu au XXe siècle, c'est de vivre dans des sociétés de travail sans travailleurs, sans qu'il y ait de travail. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une société de croissance qui s'imagine en croissance toujours, sans croissance. Et donc, au contraire, la résilience, c'est anticiper tant que c'est possible, de manière démocratique, avec un débat public, etc., une société qui soit une société de post-fossile, une société post-carbone, une société post-croissance. Et sans doute post-développementiste et post-extractiviste. Et ça, c'est une autre manière de voir la résilience. Ce n'est pas une manière d'adaptation à des chocs. Bien sûr, c'est faire face à des chocs, mais c'est faire face en répondant aux causes des chocs, et pas simplement à la réalité du choc qui arrive. Et dernier point que je voudrais, je ne sais plus où j'en suis au niveau de l'heure, non, je vais arrêter. Voilà, dernier point quand même, c'est la globalisation, parce que c'était résilience territoriale. Aujourd'hui, et depuis 30 ans, nous avons vécu dans un système globalisé. Tout à l'heure, il en était question, je ne sais plus par rapport à l'expérience du Pays Basque, justement, un monde totalement globalisé. Ce monde-là est en train de s'effondrer. Et c'est pas certain qu'il s'effondre de la bonne manière. Quand on voit aujourd'hui la montée des nationalismes, des replis identitaristes, pas identitaires seulement, identitaristes, la recherche de racines complètement fantasmatiques, c'est le résultat d'une globalisation qui s'est présentée comme étant la seule voie. C'est Alain Minc qui parlait de mondialisation heureuse, disait ce n'est pas la pensée qui est unique, c'est le monde qui est unique. C'est cette utopie macabre de construire un monde unique avec un marché unique, et dans lequel ne peut pas vivre la démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de diversité, s'il n'y a pas de pluralité. Et il n'y a même pas de culture s'il n'y a pas de pluralité. On ne peut pas imaginer un monde dans lequel il y aurait une culture. La world culture, c'est impensable, parce que la culture se nourrit justement de la confrontation. Donc c'était un projet macabre. Ce projet, il est en train de s'effondrer. Il ne s'effondre pas obligatoirement comme nous le souhaiterions. Et voilà pourquoi l'injonction d'une certaine déglobalisation, mais d'une déglobalisation solidaire, juste, d'une relocalisation, de retrouver le territoire, de retrouver des identités. Parce que identité, ça ne veut pas dire... ça veut dire qu'on refuse mettre en avant des identités, ça veut dire qu'on refuse l'arasement par la globalisation. Et qu'on met en avant des savoirs, des manières d'être, des manières d'habiter le monde, des manières de construire, qui sont des manières extrêmement diverses. Et qui donnent aux personnes le sens de leur vie. Et en ce sens, la résilience communautaire, la résilience territoriale, c'est aussi un moyen de résistance, de double, par rapport aux injonctions à la globalisation et par rapport au repli, au nationalisme, à ces racines fantasmatiques qui portent en germe souvent
la suppression des libertés. Et donc voilà ce que pourrait être une résilience territoriale et une bioéconomie. Alors là, je dis quand même un mot parce que c'était prévu, c'est pas grave d'après, mais j'ai été trop long au départ. La bioéconomie, elle a été pensée par un économiste roumain qui s'appelle Georgescu Rögen, qui a pensé la bioéconomie dans les années 1950. C'est le premier à avoir compris et à avoir théorisé surtout pas avoir compris, à avoir théorisé le fait qu'on ne peut pas penser un système économique si on ne le relie pas, si on ne tient pas en compte les échanges de matière et d'énergie qu'il a avec l'écosphère. Et il s'appuie sur la fameuse seconde loi de la thermodynamique qu'on a beaucoup oubliée. Pendant très longtemps, on a fonctionné sur la première loi qui consiste à dire que quand on transforme de la matière ou de l'énergie, rien ne se perd, tout se transforme, rien ne se perd. Et donc on peut continuer à l'infini. Or, la deuxième loi de thermodynamique nous montre qu'il y a des pertes. C'est l'entropie. L'énergie que j'utilise, bien sûr, je vais la retrouver dans le produit, mais ce sera une énergie à haute entropie, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus dégradé, de moins équilibré, de moins organisé, c'est un terme précis, que l'énergie que j'avais utilisée au départ. C'est la même chose pour la matière. Et donc, Georgescu Rögen, dans les années 50, il tient compte de la loi d'entropie, de la seconde loi de la thermodynamique pour construire les systèmes économiques. Et donc, il remet en cause l'idée de la croissance infinie. Et il est considéré comme étant un bioéconomiste parce qu'il nous dit l'économie est un sous-système de la biosphère et doit être considéré comme tel. Il y a un extérieur à l'économie. Et donc, il a donné naissance à un courant d'économistes très, très marginal. En France, nous avons eu René Passé, par exemple, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'économique et le vivant, où justement, il étudie les liens qu'il peut y avoir entre tous les systèmes vivants et le système économique. Mais aujourd'hui, quand on parle de bioéconomie, malheureusement, la Banque mondiale, le FMI, etc., se sont saisis de la Commission européenne de ce terme de bioéconomie pour désigner non pas, je vous le disais tout à l'heure, non pas l'inclusion de l'économie dans la biosphère, mais l'inclusion de la biosphère dans l'économie. Voilà, je vous remercie et m'excuse d'avoir été un peu longue.